Envie de t'accueillir, Laetitia, dans le cadre de cette nouvelle semaine pour l'emploi des personnes handicapées, une semaine européenne. Et c'est la 5e année consécutive chez Utopie qu'on essaie d'être à la hauteur de ce sujet. On a accueilli des personnalités incroyables, vous vous rappelez de Philippe Croison l'année dernière, d'Amou Bouakaz dans les années précédentes, de Riyad Salem, de Charlotte Tourmente. Et je dois dire, Laetitia, qu'avec Elisabeth, quand on t'a rencontrée, on s'est dit que là, si le défi pouvait être encore plus grand, il l'était, puisque tu es à la fois 6 fois championne de France d'équitation handisport et en saut d'obstacle. Alors, pour moi qui fais un peu de cheval, ça me paraît d'être vraiment le sommet. Et puis, journaliste, puisque tu as présenté pendant des années le journal du sport sur France Inter et sur France Info, et qu'aujourd'hui, tu animes sur France Inter une chronique que je vous invite à écouter qui est passionnante, qui s'appelle Regards croisés, où tu rencontres des personnes aussi incroyables qu'une réalisatrice ukrainienne qui allait filmer les femmes soldats en Ukraine avant le conflit, qu'un ancien footballeur qui parle de sa vision de la Coupe du Monde au Qatar et des circonstances, que Eric Orsena, un maire des Landes dont la commune a brûlé. Et en fait, la particularité de cet échange, c'est que tu leur demandes un petit peu comment eux, ils vivent leur trajectoire dans le monde, ce défi-là, et tu leur demandes aussi de te décrire ce qu'ils voient autour d'eux, puisque ton défi à toi, c'est d'être aveugle de naissance, donc c'est d'avoir dû composer avec la cécité, et comme tu l'expliques dans ce livre magnifique, incroyable, que tu as sorti en 2021, donc Ma vie est un sport d'équipe, tu expliques à quel point ta famille, tes parents, ta grand-mère, ta monitrice, toute une équipe d'humains t'ont accompagné et t'ont permis d'accomplir quasiment l'inaccomplissable, parfois pour les valides. Je dois dire que j'ai lu ce livre en me disant, il y avait Louis Braille, il y avait Hélène Keller et maintenant il y a Laetitia Bernard. J'ai vu sur la 4e de couve qui était écrit à partir de 14 ans et je me suis dit, à mettre dans toutes les bonnes mains d'adolescents, des adolescents qui se questionnent sur l'apparence. Il y a des moments incroyables sur le rapport à soi, le rapport aux autres et aux apparences. Et je pense que dans le défi qu'est la transformation de l'adolescent, leur faire lire cela, ça remettrait, dirait ma grand-mère, les pendules à l'heure, peut-être. Voilà. Pendant des années, tu t'es présenté à travers tes compétences, à travers tes accomplissements, notamment professionnels. Et ce qu'on comprend dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, tu te dis qu'il faut aussi que tu parles du handicap pour faire, comme on le dit nous dans notre manifeste chez Utopie, faire avancer les consciences et les pratiques sur de nombreux sujets. Donc le handicap bien sûr, mais aussi le rapport entre l'homme et l'animal, puisque tu parles de tous tes partenaires avec qui, tous les chevaux avec qui tu franchis ces obstacles incroyablement. Et ça fait écho pour ceux qui l'ont suivi à notre précédente masterclass, celle d'Anne-Sophie Novelle, avec Anne-Sophie. Il y a quelques semaines, on avait échangé sur la question du sensible, du rapport au sauvage. Donc son livre L'enquête sauvage nous disait bien comment pour retrouver notre part d'humanité, il fallait qu'on aille vers l'animal. Et c'est toutes ces questions que tu abordes. Aujourd'hui, on a aussi envie d'entendre sur ta vision de comment l'entreprise prend en charge les personnes en situation de handicap. L'association APF France Handicap vient de sortir son nouveau rapport annuel. Le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, il augmente, donc le chômage diminue régulièrement, mais c'est toujours le double par rapport aux personnes valides. Donc on est à 15% quand on est à 8% pour les personnes valides. Et surtout, le grand sujet, c'est le chômage de longue durée des personnes en situation de handicap. Il y a vraiment un enjeu structurel, puisque lui, il est en hausse, toujours à 59%. Donc 59% des personnes en situation de handicap au chômage sont au chômage de longue durée. Il y a énormément de défis, on pourra en reparler, notamment sur la question des ESAT et de l'intégration dans les questions après, si cela vous intéresse. Juste avant de te laisser la parole, je voulais faire une toute petite parenthèse sur les politiques qu'on mène chez Utopie, à la taille de la PME que nous sommes là-dessus, pour les collaborateurs en situation de handicap. Donc au-delà d'un aménagement, bien sûr, renforcé du temps de travail, de la flexibilité sur les horaires, sur l'espace, qui est le cas pour toutes les équipes, mais en particulier quand il y a des difficultés de ce type. On a depuis quelques années un partenariat, on a signé la charte Cancer at Work, qui est un partenariat avec la structure qui s'appelle Cancer at Work, qui travaille sur le cancer, mais aussi toutes les maladies chroniques
et invalidante et handicapante. On a reçu mardi le label, la toute première étoile humblement de ce label. Et je veux dire que si vous vous interrogez dans votre organisation, dans votre entreprise, sur comment faire de premiers pas sur ce sujet de l'inclusion, c'est une démarche extrêmement féconde. Et puis aujourd'hui, on est très heureux aussi parce qu'on vous accueille, vous Laetitia, et on a aussi 3 personnes, Frédéric et 2 personnes qui se prénomment Sandrine, qui sont là dans le cadre des duodés. Donc dans le chat, on va vous mettre toutes les références aux événements ou aux partenaires qu'on cite. Et les duodés, c'est l'occasion pour des personnes qui sont en recherche d'un emploi et en situation de handicap de faire un binôme avec un collaborateur ou une collaboratrice et de découvrir son métier pendant une journée. Donc nous, ça fait plusieurs années qu'on le fait et j'espère que c'est inspirant pour vous. En tout cas, pour nous, c'est toujours interpellant et inspirant. Et la dernière association qu'on voulait vous citer, c'est l'Arpège. Demain, on a de jeunes étudiants en situation de handicap aussi qui viennent être coachés par nos équipes. Voilà un panorama très très rapide. Laetitia, je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques finalement comment tu as réussi à accomplir tout ce que tu fais. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à tous, merci Anaïs et merci aussi à Elisabeth Lavigne qui n'est pas là mais que je tiens vraiment, qui nous écoute et que je tiens vraiment à saluer. Merci d'être venus aussi nombreux, c'est un peu dingue en fait, parce que je vous avoue qu'il y a encore quelques années, je pense que vous êtes bien en avance là ici mais chez Utopie, mais il y a encore quelques années, quand on faisait des conférences autour du handicap en entreprise, il y avait 15 personnes, c'était même sur des très très gros groupes, hein, c'était vraiment c'est bien déjà. Ça, au moins là on voit qu'il y a quand même une page un peu, que ça évolue. Vous avez eu des invités assez rock'n'roll, franchement. Je pense à Charlotte Tourmente, je pense à Philippe Croison, donc je vais essayer de rester dans le tempo. Mais vous avez eu des vraies dynamiques, ouais, ça va. Alors, c'est marrant que, bon, Anaïs qui me compare à Hélène Keller, Louis Braille, c'est vraiment too much, mais ce qui est rigolo, ça va me faire beaucoup de compliments pour la journée, là, parce que ce matin, on parlait du Duo Day. Et là, je fais totalement une digression, mais donc, moi, je travaille à Radio France, je suis à France Inter, etc. Et ce matin, il y avait une petite jeune non-voyante, 14 ans, Kadiatou, qui était avec quelqu'un d'autre en duo day. Et je ne sais pas pourquoi elle lui a dit à un moment, mais vous connaissez Laetitia Bernard, donc lui, il m'appelle, me dit est-ce que tu peux la rencontrer? Et je vous jure que c'est vrai, la petite, je lui serre la main, elle me dit j'ai la main de Laetitia Bernard, c'est la main de Laetitia Bernard. Je fais, mais ça va pas, la petite, elle exagère, comment ça se passe? Je lui ai dit, t'as craqué? Je lui ai dit, non, t'es pas sérieuse. Et elle me dit, si. Et donc, elle m'explique sa vie, elle vient du Mali, elle est arrivée, parce que nous voyant au Mali, on dit qu'elle fera rien dans sa vie, etc. Elle arrive en France à l'âge de 8 ans avec sa maman, ils sont aidés par. Donc là, elle est à l'Institut des jeunes aveugles, elle est en 3e, elle a des bonnes notes. Elle me dit, et c'est quand j'ai entendu parler de vous que je me suis dit que j'avais envie d'être journaliste, on m'avait dit que c'était pas possible, mais quand j'ai entendu ce que vous faisiez, je me suis dit, si vous l'avez fait, moi, pourquoi pas? Et, bon. Donc là, je fais, ok, responsibility, bon. Et je me dis, je crois qu'en fait, j'ai quand même bien fait de m'exprimer autour de mon handicap. Parce que c'est quelque chose qui, à la base, n'est pas du tout dans mes goûts. Je n'étais pas partie pour parler de moi tout le temps et expliquer comment ça se passait. Mais finalement, j'ai compris que ça pouvait servir et que c'était quand même un peu important. C'est-à-dire que là, je vais vous parler du rapport au sport, des parcours sportifs, parce que ça peut se transposer au niveau de l'entreprise. Et le postulat sur lequel on va partir, c'est qu'une personne avec un handicap, mais ça je pense que vous le savez, tous ceux que vous avez eu avant, ce sont des personnes vivantes, c'est-à-dire avec des goûts, des appétences, des personnalités, des profils de personnalité. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses à imaginer. Quand on a un handicap, de base, c'est galère, c'est compliqué. Donc, moi, on dit, voilà, c'est super impressionnant, elle monte à cheval, elle saute, elle fait du saut d'obstacle. En vérité, c'est plus compliqué de traverser une rue en canne blanche que de sauter un obstacle. C'est plus angoissant. Pour ceux qui connaissent un peu la maison de la radio, il y a le pont de Grenelle à côté. Les traverser au bout du pont de Grenelle pour arriver à la maison de la radio le matin, mais honnêtement, j'ai besoin de me faire aider. Je préfère demander ou suivre un groupe, suivre les gens qui traversent. Toute seule, j'y vais pas, j'ai trop peur. Donc, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que de toute façon, quand on a un handicap, on sait qu'on va galérer, qu'on va avoir besoin un peu de l'aide des autres. Donc, autant partir quand on peut, quand ça concerne le sport ou même un métier où on sait parce qu'on va devoir lever des obstacles et avancer. Donc, autant partir sur quelque chose qui nous fait vibrer si on a la chance d'en avoir.
Et autant aussi, j'ai envie de dire, peut-être pas chercher l'excellence, mais pourquoi pas, mais en tous les cas, chercher à avancer, chercher quelque chose, parce que ça fait que tout le monde va s'y retrouver à un moment ou à un autre. Sinon, on va s'ennuyer très très ferme. Hein. Si on se dit juste, bon, bah, il y a une personne handicapée, on va lui faire 3 trucs, on va lui faire 3 trucs. Elle s'ennuie, vous aussi, on n'est pas bon. Donc, c'est un peu mon fil conducteur que j'arrive aujourd'hui à verbaliser et à théoriser, c'est un bien grand mot. Et donc, en fait, moi, je fais du sport, donc j'ai commencé par l'équitation. Mais il faut bien comprendre que je n'ai jamais été dans des structures spécifiquement dédiées au handicap. Je n'ai pas, voilà, j'ai pas fait le club d'équitation pour les non-voyants. Là aujourd'hui, le club de tandem pour les non-voyants et ainsi de suite. Comment ça se passe en fait, il y a plein de sports qui sont accessibles. Et c'est la même chose pour les métiers, quand on n'y voit pas, qui peuvent avoir un sens selon les particularités, les goûts de chacun. Moi, petite, par exemple, j'ai fait du judo. Et franchement, le judo, on peut se dire, ah oui, mais il ne voit pas l'adversaire. Mais si on a le droit de mettre les mains sur le kimono, on est super balèze en équilibre. Si vous aimez jouer sur les jeux d'équilibre, les décalages, etc., là, vous allez vous amuser avec quelqu'un qui ne voit pas en face et qui a un petit niveau quand même de judo. Après, moi, j'aimais pas les étranglements au sol. Je vais pas aller là. Donc bon, j'ai arrêté. Mais bon, j'avais eu une initiation poney quand j'étais petite à l'école maternelle. Et quelques années plus tard, je me dis, ok, j'avais vraiment aimé ce rapport à l'animal et avec le cheval, enfin le poney. Et en fait, c'est vrai que quand on a le handicap, on a facilement cette tendance, mais même autour de nous, on peut entendre, tu peux pas. Ah bah non. Et en fait, c'est là où tout prend un autre sens. Si au lieu de se dire, elle pourra pas faire ça ou tu peux pas faire ça, c'est au lieu de se dire ça, si on se dit, comment on pourrait faire, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, comment on pourrait lui faire participer, enfin, lui faire profiter au moins d'un bout, ou la faire percevoir tout ça. Donc sur l'équitation, je retourne, enfin on va au club, alors c'était mes parents à l'époque bien sûr parce que moi j'étais ado, et on tombe sur une monitrice mais vraiment passionnée et qui voit que moi ça m'intéresse vraiment, et donc elle me dit, elle se dit c'est une élève, je vais lui transmettre. Donc, ils réfléchissent, c'est qu'au début, évidemment, on ne m'a pas intégrée dans un groupe avec 10 gamins parce que d'abord, elle m'a prise en cours particulier, d'abord en longe, pour me montrer comment on fait pour marcher vers les sensations quand on marche, on trotte et on galope. Après, elle m'a lâchée sur la piste. Alors, c'était un manège, donc il y avait des murs autour. Donc, au fur et à mesure, je m'habitue au rectangle. Elle me dit, là, t'es dans le coin, là, t'es dans le début du petit côté. Et pour terrain. Et elle a commencé, en fait, à beaucoup me faire travailler à répondre aux questions et en approche, aujourd'hui ce que j'appelle approche sensorielle, mais à faire attention, baisse tes talons, enfin elle me faisait ressentir les choses vraiment. Et c'est elle qui était une passionnée de saut d'obstacle, et donc c'est elle m'a dit, bon je vais t'apprendre à sauter. Et moi très honnêtement, je savais pas qu'on sautait à cheval. Donc bon, j'ai dit d'accord, il y a la maîtresse, enfin la monitrice, elle me dit on va sauter, je dis bon, si elle veut, enfin ok. Et alors, je ne me rappelle plus, mais elle me dit que ça m'a tout de suite plu. Mais pareil, elle a commencé dans l'ordre, c'est-à-dire qu'elle m'a d'abord appris, elle m'a dit alors, tu vois, quand on saute, il y a une position, ça s'appelle en équilibre. Donc, on se met un petit peu au-dessus de ses pieds, comme ça, on n'est pas assis sur la selle, on ne gêne pas le dos du cheval. Donc, elle m'a dit, alors, d'abord, tu le fais au trot, tu le fais 10 mètres, enfin, 3-4 foules, et après, tu te rassieds tout trot, mais elle me montrait, elle me faisait jouer avec ça. Après, elle m'a mis une barre au sol pour me montrer la sensation au trot, et puis au galop. Et au fur et à mesure, elle a un petit peu monté l'obstacle. Et elle mettait toujours l'obstacle au même endroit, sur le grand côté, au milieu du grand côté, comme ça, puis elle me le disait qu'on arrivait dessus. Ce qui est vrai, c'est que ça lui demandait une vigilance à toute épreuve. À l'époque, parce que maintenant on est devenus amis, à l'époque, elle finissait ses études, elle me disait quand je t'avais le samedi matin, je sortais pas le vendredi soir. Ou je sortais, mais pas trop tard. Parce que, oui. Et ce que je montrais par là, c'est que si on le transfère à l'entreprise, on dit souvent en jargon élaboré, il faut emmener les personnes handicapées vers l'employabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, plus on va avoir la boîte à outils, le niveau de compétences qui vont faire qu'on va pouvoir pratiquer réellement une activité, un métier, ou fournir quelque chose en commun avec les autres membres de l'équipe ou de l'entreprise, plus tout le monde va être épanoui et plus on va avancer. Si je reviens à
cette monitrice qui s'appelle Muriel. Et elle, au fur et à mesure, comme elle a vu que je progressais, elle était contente. Donc, ça l'intéresse. Enfin, toutes les deux, on s'est. Enfin, c'est le principe aussi enseignant-élève quand ça fonctionne, mais elle m'a transmis au fur et à mesure, elle m'a fait progresser. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée, c'est elle qui m'a proposé de faire de la compétition, et je me suis retrouvée à gagner un titre de championne de France grâce à elle, mais quelque part, du coup, elle s'est retrouvée à faire des trucs avec moi qu'elle aurait jamais pensé faire, parce qu'elle avait cette curiosité aussi, mais en fait, ce qui est très rigolo dans les notions de handicap, c'est qu'on démarre sur quelque chose en se disant « Waouh, c'est compliqué, on ne sait pas trop où on va », mais alors ça peut mener à des endroits complètement inattendus et qui peuvent apporter vraiment, soit en termes de résultats, soit en termes humains, où on va trouver des choses. Ce qui va être effectivement très important, c'est de caler les projets, de s'entraîner, de travailler et de réfléchir. On fait pas... Avec le handicap, c'est vrai qu'on fait moins les choses au hasard. Donc ça va aussi... C'est pas mal pour... ça oblige vraiment à structurer, à se fixer des objectifs, à voir ce qu'on veut faire et surtout à faire des tentatives, à faire des essais, à oser essayer. Et ça, je crois aussi que dans une entreprise, c'est quand même un peu le cœur du réacteur aussi. Et alors, concrètement, je pense que tout le monde se demande comment on fait pour sauter à cheval. Donc, je vous ai dit, quand c'était un obstacle isolé, on met un peu au même endroit, à des endroits qu'on connaît, puis on a la monitrice au sol, à pied, qui nous parle. Et après, vous avez plusieurs méthodes. Pour enchaîner un parcours, en fait, alors il y a la méthode moderne, je vous dirai vite fait après, mais l'ancienne, c'était la mienne. Il y avait un autre cavalier ou une autre cavalière à cheval devant, un peu comme ce qu'ils font en ski. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu les jeux para en ski. Donc vous avez un cavalier devant à cheval qui va faire le parcours devant et qui va tourner la tête pour voir si vous êtes un peu dans l'alignement et qui va parler tout au long du parcours, qui va dire je prends le galop à gauche, je suis en face du numéro 1, je suis là, viens vers moi, je saute, la grande courbe à droite, la grande courbe à droite. Et ça veut dire que moi, derrière, je vais m'orienter à la provenance du saut. En fonction de là où vient le son de sa voix, j'arrive à orienter mes oreilles et on compte après sur l'instinct grégaire, sur le fait que mon cheval va quand même avoir envie de suivre le copain. Alors on évite d'en prendre qui font la course, parce que sinon c'est dangereux. Mais ça aussi, c'est très intriguant le rapport à l'animal, ce jeu-là. Il y a des chevaux qui ont un caractère dominant, ils ne supportent pas, donc ils vont vouloir passer devant, ça va les énerver, ils vont se bagarrer avec le copain. Il y a des chevaux qui vont se dire, tiens, on en profite. Je vous assure que c'est vrai, j'en avais un, il se mettait derrière, il faisait tout gentil derrière. Quand le cheval de devant sautait, le mien, il bifurquait très légèrement, un coup à droite, un coup à gauche, puis il se remettait derrière. Et ça m'a toujours surpris. J'ai dit, mais je sais pas, est-ce qu'il se disait que je devais. Genre, je sais pas s'il avait compris que je voyais pas et il disait, bon, bah, c'est bon, regarde, j'ai suivi, là, je me suis évité l'obstacle, mais elle, dessus, elle va bien, elle bouge pas, il n'y a pas de problème. Je me suis toujours demandé. Et à l'inverse, vous avez des chevaux qui ont une telle générosité, on dirait qu'ils ont. Je les prends qui aiment sauter. Et qui. J'en avais un, mon cheval de concours, avec qui vraiment j'ai fait les plus grosses compètes. Et limite, il aurait pu pousser celui devant. Genre, pousse-toi, je l'ai vu, ton obstacle, c'est bon, je l'emmène, vas-y, quoi, dépêche-toi, on a un parcours à gagner. C'était assez marrant. Donc, il y a vraiment aussi tout ce rapport de confiance qu'on construit avec le cheval, parce que c'est vrai que ce sont des sensations assez uniques. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi je fais ça? Pas parce que j'ai envie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que franchement j'étais trop gamine quand j'ai commencé à faire ça, donc ça m'a vraiment juste plu, ça m'a parlé, quoi. Je sais pas pourquoi je l'avais dans le ventre, et ça m'a apporté une force, ça m'apporte toujours une force intérieure, une énergie positive. C'est même pas, en fait, c'est très étrange, c'est même pas de se dire que on arrive à sauter des obstacles avec un cheval alors qu'on voit pas, c'est un ressenti. C'est au-delà de ça, c'est-à-dire, je sais pas, je ne théorise pas, c'est de la vibration, ça paraît bizarre, mais c'est un peu ça. Et donc effectivement, le fait de ressentir en connexion de centre de gravité quand le cheval est à l'abord de son obstacle, parce que moi je peux l'emmener face à l'obstacle, le mettre dans une dynamique de saut en disant c'est ça que je veux. Donc il y a plein de choses aussi qui sont transposables dans la vie. Le souris énergie, il y a un côté, ça peut être mièvre comme ça, mais le fait de se tenir droit, même moi, d'ouvrir les yeux quand je suis à cheval, va lui dynamiser en dessous. Et
toute cette posture, toute cette stature, ensuite, vous l'utilisez dans le monde. Moi, ça m'a donné cette force-là qui est ensuite utilisable dans mon travail, dans le rapport aux autres et qui va donner des plus. Et c'est vrai que le cheval, si on fait un peu attention, on le sent décoller et on arrive à suivre le saut. Et en fait, cette sensation, le décollage, c'est génial. L'atterrissage, ça m'angoisse toujours un petit peu. C'est la projection vers le bas. Je pense qu'il paraît que c'est lié aussi au handicap. On a du mal à plonger au niveau du visage. On a toujours un peu, on se fige un petit peu. Mais le fait d'apprendre à faire ça, et c'est une sensation complètement unique qu'on n'a jamais parce que quand on voit pas, on est au bras de quelqu'un ou en canne blanche ou éventuellement avec le harnais quand on a un chien guide, mais il y a ce côté un petit peu rigide. Et là, sur le cheval, on a ce mouvement en avant, cette dynamique qui, moi, m'a toujours fait du bien. Et donc, Muriel, c'est elle qui m'a trouvé au début. La première cavalière à m'avoir guidée, c'était une fille du club qui avait 1 an de plus que moi, ou 2 ans, 1 an de plus que moi, et un niveau compétition. Et qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé du lien entre elle et moi. On est parti faire des compètes ensemble. Alors Muriel, elle n'avait pas pu nous accompagner la première fois, mais ça a créé, voilà, du coup, j'ai pu commencer à être intégrée dans ce qu'on appelle des reprises, donc dans des cours collectifs. J'ai pu aller faire aussi, c'est bête, mais les fêtes de club, et du coup, ça faisait aussi une sensibilisation au handicap grandeur nature, aux autres gamins, et au final, ce qui comptait, c'est qu'on avait cet amour du cheval et de l'obstacle, et on débriefait nos parcours. Je pouvais échanger avec les autres copains qui faisaient de la compète, même si eux, ils n'étaient pas guidés, mais concrètement, on sautait des obstacles, on enchaînait. Donc, les concepts étaient les mêmes, les concepts équestres, la position, est-ce que tu l'avais plus tendu, est-ce que tu as ralenti un peu entre le 2 et le 3, et pourquoi, et nanana. Et ça aussi, ça va marcher dans une entreprise, c'est que quand vous avez un objectif à atteindre, vous allez parler de la même chose avec les collègues. Et de manière peut-être avec des approches un tout petit peu différentes, mais peut-être que tout le monde va pouvoir s'apporter. Je ne suis pas en train de vous faire de la pub pour le handicap, hein. C'est pas non plus ce que je veux dire, mais je sais que c'est dur et je dis ça, genre tout va bien, mais en réalité, ça demandait de la part du club, ça demande toujours une logistique. On dit souvent, il faut que les personnes avec un handicap osent, se lancent, etc. Mais ça implique aussi qu'en face, on ait, côté valide, on ait l'envie, la curiosité et la possibilité de... par exemple, oui, moi si j'ai besoin de prendre des cours particuliers, parce que techniquement, ça me permet d'avancer davantage, il faut que la piste soit disponible, il faut que l'enseignant ait un peu de disponibilité. Quand on part en concours, bien sûr, il faut quelqu'un pour conduire le camion, c'est pas moi qui vais le conduire. Donc, il y a une réalité technique. Le handicap implique des points techniques. Je pense en entreprise, par exemple, pour le handicap visuel, ça va être des problématiques informatiques qui, si elles ne sont pas résolues, bloquent tout, de toute façon. Donc, on parle de volonté, d'envie, de curiosité, mais la partie finalement purement technique est fondamentale. Le matériel, oui, toute la partie technique, par exemple, j'aime beaucoup prendre l'exemple, genre un boulanger qui est malvoyant. Si vous lui mettez une balance avec des petits caractères, il ne va pas voir où est son aiguille et il ne va pas pouvoir peser la bonne quantité de farine et donc le pain il sera pas bon. Et si vous lui mettez une balance en gros caractères, tout va bien. Tout va bien. Il peut faire du pain. Et c'est exactement pareil pour le sport, c'est que si vous me trouvez le cheval avec qui je m'entends bien, je vais réussir à faire mon cours. Il y a même des fois où c'est moi qui vais donner le tempo aux copains qui ont un peu peur dans le cours. Ça m'arrivait sur des groupes, notamment là récemment avec des adultes, dès que l'obstacle monte un petit peu, je dis allez, regarde, moi j'y vais, et en fait ça les détend, genre Laetitia elle y va, donc voilà. Après, il y a quand même une réalité. Donc aujourd'hui, je suis en région parisienne, je monte dans une autre écurie, forcément parce que ma vie a bougé. Et quand je suis arrivée, j'avais déjà des titres de championne de France. J'avais été guidée par des membres de l'équipe de France, etc. Donc la monitrice, elle était motivée, elle me dit oui, mais je sais que toi tu savais monter.
Et ce qui est vrai, c'est qu'elle me dit aujourd'hui, s'il y a quelqu'un de débutant, de non-voyant qui se présente, je ne sais pas si je vais oser, je ne saurais pas comment m'y prendre. Et à chaque fois, ça me met hors de moi parce qu'on est amis et enfin voilà, je dors chez elle, je fête l'anniversaire de sa fille, mais ça me rend perplexe et on a des discussions où je lui dis, mais enfin, pourquoi tu te fais des nœuds dans la tête comme ça? Pourquoi tu te bloques en disant je saurais pas? Pourquoi tu te dis pas qu'est-ce que je vais d'abord commencer par lui montrer? Commence par là. C'est pour tout. C'est exactement ce que je disais au début. Souvent on dit oui mais on n'est pas formé, on n'est pas. Mais si on attend la formation dédiée, adaptée, théorisée, etc. Ça a du bon, hein, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais quelque part, on bloque tout aussi, on bloque tout le naturel et le potentiel. Moi, Muriel, elle avait une sensibilisation au handicap parce que les écuries et le Poney Club accueillaient un groupe de jeunes handicapés, mais qui n'avaient pas du tout le même handicap que le mien. Donc, elle avait une sensibilisation, mais elle connaissait rien au handicap visuel. Et pourtant, elle a réussi à me faire monter un niveau. Bon, après, j'ai changé pour tout un tas de raisons de lieu de vie, donc d'enseignants, etc. Mais si j'ai fait les championnats de France des valides, alors au niveau club, mais j'ai réussi à me qualifier avec des dérogations pour être guidée. Et tout ça, c'est grâce à elle, c'est parce qu'elle m'a appris à monter à cheval. À partir du moment où on fait les choses vraiment, c'est-à-dire que on monte en compétences, et si on est sur des profils de personnalité qui aiment progresser et qui aiment leur discipline, et ben on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et ça, c'est assez incroyable d'ailleurs. Et ça va être valable, là je vais quitter l'exemple équitation, mais on pourra en reparler si vous voulez, parce que je vous laisserai poser des questions quand même. Juste digression, je vous parlais donc de cette méthode où je suis guidée avec un autre cheval. Ce qui se fait beaucoup aussi maintenant, c'est vous mettez des personnes à côté de chaque obstacle, toujours du même côté, enfin c'est un code à scaler, et en fait la personne appelle le cavalier au fur et à mesure, genre il va dire numéro 1, et hop, pareil avec les oreilles, on va viser et on va aller sauter les obstacles. Là, c'est un peu lourd parce qu'il faut beaucoup de personnes sur la piste. D'un autre côté, quand on partait à 2 cavaliers de chevaux, il fallait un autre cheval, donc ça demande quand même quelque chose d'assez lourd, hein. On va pas se mentir. Mais c'est assez impressionnant, je crois que c'est assez spectaculaire, et puis ça crée quand même, déjà pour nous c'est passionnant, pour la personne avec un handicap, et puis ça crée quand même pas mal d'histoires et des relations hors normes. Ça crée des relations de confiance et de complicité, ouais, c'est imbattable quand même. Donc ça c'est pour le cheval, mais globalement, je considère que le sport fait de toute façon du bien. On n'est pas obligé de faire de la compétition. Moi, j'ai fait de la compétition à haut niveau, allez savoir pourquoi, un peu, enfin, même pas vraiment à haut niveau, mais si, parce que oui, bon, je m'entraînais régulièrement plusieurs fois par semaine, et je le faisais en parallèle de mes études. C'est-à-dire que aussi, le fait d'avoir, voilà, j'avais mes championnats, c'était mon objectif, et donc je me rappelle, parce que j'ai fait Sciences Po, puis une école de journalisme, et donc je me souviens que je me disais, bon bah si je veux ce week-end, si je veux aller m'entraîner à telle heure, il faut que j'ai plié mon mémoire ou mon machin ou mon plan en 2 parties, de sous-parties, c'est rédigé, et ça me boostait vraiment, ça me donnait des objectifs, quoi. C'était super intéressant. Et ensuite sur le plan physique aussi, le sport permet de se relâcher ou de se détendre, parce que c'est vrai qu'on est souvent très concentré, que ce soit dans les déplacements, quand on se déplace en canne, quand on n'arrive pas à faire ses courses, pour tout, pour le quotidien handicap est complexe. Donc il y a tout ce bien-être que va apporter le sport, ou que va apporter de toute façon l'épanouissement, et ça va donner la confiance en ce qui est possible de faire. Et donc, plus de fil en aiguille, pour tout un tas de raisons compliquées, je me suis mise au tandem. Et puis là, un peu à la course à pied aussi. En fait, je me suis inscrite dans un club de triathlon.
Et en fait, c'est ça où le triathlon, pourquoi je me suis mise dans un club de triathlon? Parce qu'a priori, on va se dire, oui, pourquoi? C'est hyper compliqué. Mais parce que, en fait, le club de tri, ils acceptaient ils étaient ouverts aux personnes en situation de handicap. Ils avaient envie d'avoir de nouvelles recrues, de s'ouvrir au handicap. Et donc, concrètement, moi, ça me permettait d'aller m'entraîner à l'athlétisme à un quart d'heure de chez moi. Du coup, je me suis dit, mais c'est génial. Et, et ça me laissait aussi l'aspect tandem, parce que j'aime beaucoup le tandem. Mais c'est compliqué de trouver des pilotes, c'est compliqué de sortir de Paris avec le tandem, donc ça c'est encore une autre dimension. Mais ce qui m'a interpellée au niveau du club de triathlon, et c'est pour ça que je vous en parle, je suis donc le mercredi soir, il y a la séance sur piste à l'athlétisme. Hop, j'y vais. Le coach, il connaît pas plus que ça le handicap visuel, mais le gars, il m'a pas dit ah ouais non je sais pas faire. Il m'a dit ouais bien sûr pas de souci viens. Et donc il s'est un peu alors il tâtonnait mais c'était rigolo parce qu'il me montrait avec les mains, il mettait le pied en position, il disait alors attention quand tu griffes, il me faisait écouter le son que ça devait faire, il a pris un petit peu de temps. Et ce qui m'amuse maintenant, il me dit ah je suis en train de valider mon diplôme du coup pour encadrer des sportifs avec un handicap, est-ce que je peux t'utiliser comme exemple? Donc je dis ouais c'est cool, ce qu'on a fait ensemble, et ça veut dire que finalement c'est dans ce sens-là, et que ça s'est très bien passé, qui m'a fait progresser, donc il y a plein de choses possibles si on se dit voyons comment on fait. Et en fait ce qui est très intéressant je trouve, c'est que dans ces sessions sur piste, donc il y a le coach, Valentino, qui adapte un peu ses séances, et il y a, moi je peux pas courir seule, même sur une piste d'athlée qui fait 400 mètres avec des virages, parce que les lignes je les vois pas, les changements de direction je peux pas les prendre, et puis il y a trop de monde. Donc j'ai besoin d'un guide. Donc on va prendre une petite corde et puis on va se frôler le bras. Mais en fait dans ces cours-là, dans ces sessions-là, il y a 25 ou 30 voyants de base. Il y en a honnêtement, il y en a toujours un qui est partant pour guider. Et c'est super intéressant parce que ça n'oblige pas toujours le même à... Après, il y en a qui sont partants, qui ont envie de partager, ça c'est encore autre chose, mais ça veut dire que globalement, vous en avez une quinzaine et ça tourne. Le matin, je mets un petit mot, genre je suis sur la piste ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un dispo pour me guider? On a un groupe WhatsApp et il y en a toujours un qui dit oui, moi. Et ce qui est super, c'est que souvent c'est celui qui est un peu fatigué parce que je suis pas très enfant, moi je suis pas très douée, donc souvent ils me disent j'ai fait une grosse course, ça tombe bien, j'ai besoin d'être cool, c'est ce soir. C'est un peu vexant mais c'est pas grave, je le sais, non c'est pas du tout vexant, je le sais. Mais même pour les tests VMA, les tests de vitesse, ils font leur, après ils font le mien, ça leur fait une récup quoi. Mais vous en avez presque toujours un qui va et ça fait quoi? Ça fait qu'ils sacrifient une séance tous les 2-3 mois. Et quand je leur dis ça, ils me disent mais arrête, on n'en sacrifie pas parce qu'au final, nous, on vit autre chose, on donne un coup de main, ça nous fait plaisir aussi, on court, on est relax, on papote, bon. Et c'est ça qui est aussi important. Moi, j'ai quand même une théorie où, alors il y en a qui ne seront pas d'accord. Il y a des personnes avec un handicap qui préfèrent être en milieu protégé et pas trop mélangé, un tas de raisons aussi personnelles liées à leur parcours, leur vécu, etc. Mais moi, je dis toujours, il vaut mieux mettre une personne avec un handicap dans un gros groupe de valides que de mettre 10 personnes avec un handicap, parce que là, pour trouver, des non-voyants, parce que là, pour trouver 10 personnes toutes les semaines dans une optique d'entraînement, ça va pas être possible. C'est très, très compliqué. Et c'est ce qui fait que souvent, sur les associations vraiment dédiées au handicap visuel, on va galérer à avoir les tandems ou les binômes tous les samedis. On n'aura pas de coach, on n'aura pas de plan d'entraînement. Parce qu'on est sur cette philosophie on est sur des gens pas comme nous, et donc on ne va pas les faire progresser, ou on va pas les... on ne peut pas prétendre à un niveau, peut-être pas d'excellence, mais en tout cas à un niveau de progression. J'ai pris l'exemple de la course à pied. Là, je vais aller faire un 5 km. Je pense que je vais être la dernière. Mais je vais le faire à Issy-les-Moulineaux, sur la corrida d'Issy-les-Moulineaux en décembre, où il y a tout le monde.
Et c'est ça, moi, que j'aime. C'est pareil, on va pouvoir débriefer la course, on va pouvoir parler de course à pied, etc. Euh, si on prend l'exemple du tandem, là, c'est plus complexe. Donc, quand je dis tandem, c'est le vélo. C'est un peu complexe parce qu'effectivement, pour piloter un tandem avec un non-voyant derrière, il faut un peu de cran. Il faut quand même déjà des bons cyclistes et des gens qui... Parce que c'est vrai que ça donne une responsabilité quand même. Ça, je le sais. Donc, pareil, moi, j'engueulerai jamais ou je jugerai jamais les camarades du club qui me disent bah non, moi, je peux pas, j'ose pas, j'ai peur, j'ai pas envie. No problème. Je préfère qu'ils me le disent plutôt qu'ils se forcent parce que bon, voilà. Mais par contre, ce qui va être vraiment génial, c'est par exemple, moi j'ai rencontré une jeune femme, mais passionnée de longue distance. Mais elle me dit, mais moi je m'ennuie à les faire toute seule, j'ai envie de partager ça avec quelqu'un. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse ensemble? Je fais, bah oui, avec plaisir. Parce que avec elle, moi je vais pouvoir progresser et ensemble, on va faire des choses aussi auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est-à-dire qu'à la base, elle me dit, ben, moi aussi j'aime bien la longue distance, donc il y avait un 200 km pour une épreuve féminine, 200 km pour 200 nanas. Elle me dit, si tu veux, je te pilote là-dessus. Je dis, bah oui, je veux bien. Et donc, on va se retrouver, on a fait ce 200, et grâce à cette rencontre, cette première expérience qui se passe, on a fini les 200, on a mis du temps, hein. On a fait les pauses qu'il fallait, mais pareil, on a fait en respectant, on manquait d'expérience toutes les deux, donc sur les démarrages, on n'était pas calés, mais on prenait notre temps, quand il fallait faire une pause, on faisait des pauses. En fait, ce qui est intriguant avec le handicap visuel notamment, c'est que ça demande beaucoup d'adaptation. Ça travaille sa capacité d'adaptation à la fois pour la personne qui guide et à la fois, bien sûr, pour la personne déficiente visuelle. Et notamment pour les démarrages, on peut caler autant de codes qu'on veut, genre alors 1, 2, 3, nanana. Je fais ouais, mais en fait, à un moment, c'est la décision d'y aller qui fait que derrière, moi, je vais suivre et je vais mettre le coup de pédale qui va. Tant que dans son corps, elle n'aura pas mis l'énergie qu'il faut sur le démarrage, on va jamais démarrer. Enfin, on va se louper. Et le jour où elle a pigé ça, que en fait on ressentait je captais son. Maintenant, elle met le coup de pédale qu'il faut et elle enclenche au niveau du bassin, enfin au niveau du. Et là, on y va. Et ça veut dire, enfin, il y a ce côté très concret, très réel, très impactant et très, très ressenti, très vivant, sur lequel on va pouvoir jouer, on doit jouer, c'est pas un jeu d'ailleurs, mais sur lequel on doit travailler avec le handicap. On n'a pas le choix. Parce que si elle commence à dire à droite, à gauche, attends, nanana, non, à un moment, il faut être dans le mouvement. Et c'est ce qui va faire qu'on va fonctionner. Et c'est exactement, enfin, ça peut aussi se transposer au niveau d'une entreprise, parce que c'est quand on monte un projet, quand on a un objectif, bah là on y va. Mais si on analyse tout en amont, bah, c'est pas bon. Il y a besoin d'une part de vivant. Donc je reprends mon exemple tandem. Donc on fait nos 200. Et puis bah, elle me dit mais moi je suis vraiment motivée pour faire d'autres projets avec toi. Qu'est-ce que t'aimerais, enfin, et je connaissais des filles qui faisaient le Tour de France la veille des garçons. Ils appellent ça le Tour de France J-1. C'est un groupe de filles qui s'appelle Donnons des ailes au vélo. L'idée, c'est de promouvoir le sport féminin. Ça fait des années que je me disais, ouais, j'aimerais tellement faire un petit bout avec elles. Mais ben, là, il faut trouver quelqu'un d'assez barré pour m'accompagner devant, quoi. Enfin, et puis moi, il va falloir que je m'entraîne fort. Donc évidemment qu'on n'a pas fait tout le Tour de France. Mais on s'est dit, ok, on peut préparer une étape du Tour, une étape complète ou deux. Et du coup, moi, je me suis entraînée, donc j'ai fait des progrès, mais de dingue, en tandem. Elle, bon, elle faisait déjà elle fait des 1000 km en 3 jours, enfin, ils s'amusent comme des petits fous. Et donc, bah, cet été, on s'est retrouvés à aller rouler sur une étape du Tour, la veille, avec le groupe de filles, une étape qui faisait 190 avec un peu de dénivelé. On a triché parce qu'il y avait une côte à plus de 10%, et honnêtement, en tandem avec l'inertie, c'est très très dur. Autant en descente, on dépasse tout le monde, sur le plat, on est bien, mais dès que ça monte, on galère quand même. Donc et en plus là-bas, on a fait le contre-la-montre aussi au niveau de Rocamadour, pour ceux qui visualisent, ça monte aussi pas mal. Donc on l'a fait lentement, et
mais on s'est régalé. Enfin, c'est des très très beaux, très beaux moments. Et franchement, on n'aurait pas pensé qu'on ferait ça 3 mois avant. Et c'est parce qu'on a laissé les choses se faire et on a vu qu'on pouvait aller plus loin. Et là, cette année, on vient de faire Paris-Nantes avec une association de promotion du sport santé face à la maladie. Donc là, c'était vraiment dans un cadre pour vraiment montrer que tout ce qu'on pouvait faire, à quel point le sport faisait du bien face au cancer du sein notamment. Mais et là, cette année, on va continuer. Je pense que l'an prochain, on va retravailler on va refaire des 200 km. Enfin, je pense qu'on va refaire des routes du Tour de France, peut-être plus d'étapes. Enfin, on est en train de sélectionner les plates quand même, parce que bon. Et ce qui m'a amusée, c'est que cette nana, elle a envie de partager plein de choses, elle a envie de donner, etc. Et elle me dit, moi je suis normande, il y a le triathlon de Deauville, je le fais tous les ans depuis des années en famille, mais j'en ai marre. Mais tu voudrais pas faire un triathlon vu que tu es inscrite dans un club de tri? Je fais, non mais t'es pas certain. Enfin, bon, au point où j'en suis. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup fait rire, souvent on se dit, oui, la personne non-voyante se fixe un défi, veut prouver que... Et là, en fait, je pense que sans rire, je vais faire mon premier triathlon au mois de juin, mais pour faire plaisir à ma guide. Parce qu'elle m'a dit, ça me ferait trop plaisir de t'emmener faire un triathlon. Alors, on va avoir un problème pour le triathlon, c'est la natation. Parce qu'en fait, je coule pas, mais je sais pas avancer. Je n'ai pas compris, j'ai pas encore bien la notion. Donc, il va falloir que j'aille à la piscine quand même une fois par semaine. Bon, après, avec le club de triathlon, ça va être possible puisqu'il y a un entraînement, voilà. Mais là aussi, ce qui est symptomatique, c'est que c'est pas juste oui, on va lui. Enfin, pour faire un triathlon, j'ai quand même besoin d'aller faire mes quelques centaines de mètres en natation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais aller m'entraîner. Je vais viser la séance de natation plutôt optique débutant. Je vais regarder à un horaire qui me corresponde, une piscine pas trop loin de chez moi, et toutes ces conditions, je les ai réunies. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, quand on a ce handicap visuel comme le mien, y a plein de paramètres à prendre en compte et que oui, on a le droit d'avoir un coach. Enfin, c'est important. C'est pas parce qu'on est non-voyant qu'on ne peut pas nous apprendre plein de choses et qu'après nous on peut pas restituer le maximum de ce qu'on nous a appris. Donc oui, je vais encore chercher à avancer, à progresser, parce que c'est ce qui m'éclate et c'est ce que j'aime et c'est ce qui fait qu'après sur le moment on profite. Mais le concept de on a des aveugles, on va les mettre sur un tandem et puis on va faire un petit tour, c'est sympa, mais c'est pas forcément une fin en soi. On peut aller plus loin, en fait on peut se dépasser, on peut aller plus haut et on peut avancer toujours davantage. Voilà à peu près ce que je voulais vous raconter. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Laetitia. On va laisser aux questions le temps d'émerger. Léo m'apporte l'ordinateur sur lesquels on peut les lire. Je dois dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous parlent en tant qu'individu humain, collectif et aussi en tant qu'entreprise. Tous les ponts que tu as fait avec cette question du besoin de structurer les démarches, de se fixer des objectifs ensemble, de tenter des essais et aussi des choses qui peuvent être peut-être plus loin de nous, mais cette question du mouvement, du physiologique, du rapport au vivant, du fait qu'il faut se donner l'élan. Là, désolée de revenir à des questions un peu triviales, mais sur nos défis pour l'année prochaine, je pense qu'il y a vraiment, c'est de cet ordre-là, de se dire qu'ensemble, collectivement, on va essayer d'arriver et d'accomplir ce qu'on souhaite pour Utopie sur un sujet très, très différent de toi, les défis que tu rencontres. Tout ce que tu as évoqué sur le collectif, mais aussi sur le binôme, sur les pairs et l'entraide et le fait que ça tourne et donc que c'est pas, comme tu le disais, un sacrifice, mais un moment où en fait l'un et l'autre s'apportent. Et donc ici j'en profite pour vous remercier chacune et chacun, parce que c'est vrai qu'on vous sollicite beaucoup pour faire du coaching, pour accueillir, voilà, et on est très sensible au fait que vous preniez de votre temps pour ça. Mardi soir j'étais à un dîner avec des DG et des DRH et la
la DG à côté de moi me disait ah non moi j'accueille jamais personne parce que ça prend tellement de temps. Et c'est vrai que clairement je pense qu'elle n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes sujets voilà, sur la rentabilité, elle n'a pas les mêmes objectifs que nous, mais je me disais en fait c'est peut-être tellement de temps mais tellement de choses qui ratent humainement dans cette entreprise là, et pourtant c'était un dîner transfert à toi, donc vous voyez finalement c'est un peu partout qu'il y a ce genre de réaction. Mais, pardon, mais une précision, j'ai l'air de dire oui, c'est sympa pour les gens qui aident, enfin sympa, mais en fait il y a aussi cette réalité de terrain. Si on ne m'aide pas, je ne le fais pas. C'est-à-dire que si j'ai pas un pilote pour le tandem, je fais pas de tandem. S'il n'y a pas quelqu'un pour me dire l'obstacle il est là, je vais pas aller le sauter toute seule. Donc il y a aussi quand même une notion enfin pas de dépendance, mais c'est pas un manque de lucidité de ma part quand on fait tout ça, on a conscience aussi de ce que vraiment donne l'autre. Et c'est hyper important. C'est vrai que nous, ça peut paraître c'est moins existentiel, c'est pas, on ne peut pas, mais néanmoins, quand on se lance dans une nouvelle mission, dans un nouveau sujet, dans un nouveau secteur, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui prend le temps d'expliquer, de briefer, de reprendre, c'est presque pareil quand même qu'être sur un tandem en équilibre quand on n'a jamais fait une empreinte ou un rapport développement durable. Je me tourne ceux qui découvrent ces joies. Sixtine, je crois que tu avais une première question. Merci beaucoup Laetitia pour ton témoignage. Ma question ce serait, en fait tu as parlé beaucoup de ressenti, de vibration, d'énergie, de communication avec l'animal. Je voulais savoir si tu pouvais un peu élaborer autour de peut-être ces autres sens ou ces autres perceptions qui ne sont peut-être pas des sens que nous on identifie très clairement dans notre vie quotidienne, que tu as peut-être développé particulièrement. Dans le sens où je vais y faire plus attention, effectivement, ça va être. Je prenais vraiment l'exemple sur le tandem, c'est si la personne devant démarre, on sent le corps, en fait, j'y fais attention, oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Et je pense que si vous y faites, si vous prenez 2 secondes pour y faire attention, vous allez les repérer aussi. Mais c'est vrai qu'à cheval, c'est flagrant. Si j'ai peur, si je refuse le mouvement en avant, si je n'ai pas envie d'aller sauter cet obstacle pour une raison X ou Y, ça pile. Hein. Enfin, le cheval, il s'arrête ou il fait une connerie. Il va faire un écart, il va faire semblant d'avoir peur de quelque chose. Donc, on pourrait se dire, bah oui, le cheval, il l'emmène, c'est facile, elle se pose dessus. Mais non, en fait, il y a une relation de confiance, et il y a une relation de confiance qui va s'instaurer et qui est, moi, qui me fascine. Franchement, c'est vrai que le nombre de fois où mes enseignants devaient me dire accepte ce mouvement en avant, accepte ça, accepte son tempo, c'est son rythme à lui, c'est normal, ça ne va pas trop vite. Parce que forcément, moi je vois pas trop comment font les autres, je vois pas quelle est leur position, je vois pas le paysage défiler, donc c'est vrai qu'à cheval, franchement, quand un cheval est un peu motivé et qu'il galope, ça tape, hein, D'ailleurs, j'ai super peur en balade, par exemple. Quand on est dans des chemins inconnus, je suis vraiment très stressée et du coup, je les stresse encore plus. Mais sur une carrière d'obstacles, quand vous connaissez un peu le cheval, et là, moi, c'est par exemple, mon cheval, il s'appelle Succès. Et puis, ouais, il est trop mignon en plus. Et l'autre fois, on faisait un exercice un peu simple, de 2 obstacles l'un derrière l'autre, mais non encadré, en plein milieu de la pampa, d'une piste, d'un grand rectangle. Et je sais plus qui c'est qui me dit waouh, bravo et tout. Je fais mais c'est pas moi, c'est lui. Et en fait, dans le sens où je le connais, je sais tellement qu'il va aller de l'autre côté, et lui, il a compris que j'étais trop contente parce que comme il a une cadence de galop très régulière, il a une technique de saut qui est similaire d'un obstacle à l'autre, juste il s'adapte à la taille. Donc moi, je sais que j'ai qu'à me poser, lui tourner, bouger un peu mon poids du corps et placer un petit peu mes rênes, voilà, rester présent, lui dire je suis là, mais il va gérer. Et pour moi, c'est un tel bonheur de pouvoir lui faire cette confiance et juste pardon, je parle mal, mais de kiffer mes sauts, juste sur le moment, de faire mon petit. Et qu'après, les gens, ils me disent, les copains, ils me disent, ouais, super, t'as bien monté. Je fais, non, là, franchement, c'est lui qui a tout donné, hein. Qui m'a tout. Et ça, quand on arrive à avoir cette connivence-là, oui, c'est qu'on se fait vraiment confiance les deux. Et c'est assez flagrant, oui, si j'en. Et à l'inverse, faut pas trop pousser pour pas forcer à aller de l'autre côté. En fait, c'est plutôt une capacité à s'écouter, ou à se ressentir, mais à s'écouter et à piger ce que ça induit. Alors, je dis ça, c'est pas facile, hein, mais voilà. Mais dans l'idée, c'est ça.
Alors, merci. On a une autre question, Laetitia, de Sophie, qui te remercie infiniment pour ton témoignage et qui demande, est-ce que tu as l'impression que dans la société, les choses évoluent petit à petit en termes d'acceptation des différences, en termes d'adaptation pour favoriser l'intégration, pour favoriser le dans dialogue. la société, la partie positive et la partie négative. La partie positive, c'est au niveau humain, c'est-à-dire au niveau des personnes, vous tous, toutes. Oui, il y a une évolution mais incroyable. Moi, le nombre de gens maintenant qui, plus naturellement dans la rue, vont dire bonjour, est-ce que vous avez besoin d'aide, ou je vous aide à traverser, et vont faire un commentaire sur la pluie et le beau temps, enfin, ou bien aussi quand on va aller dans un café, maintenant, ça fait partie, on peut faire un peu partie du décor, c'est-à-dire qu'on n'est pas, enfin, les serveurs osent nous aborder en disant bonjour, vous voulez vous asseoir, qu'est-ce que vous voulez, il y a du café, il y a du thé, ou aujourd'hui, en plat du jour, on a machin, parce que bien sûr, on ne peut pas lire l'ardoise. Et il y a encore 10-15 ans, ça faisait peur. Parce que le handicap, je garde l'exemple du handicap visuel, le handicap visuel fait extrêmement peur, puisque on se projette, il y a le côté oulala si ça m'arrivait, il y a le côté être dans le noir qui terrifie tout le monde, enfin être dans l'absence de vision, quoi. Et il y a finalement la peur d'être maladroit, ou surtout le côté un peu, ça peut même être une forme de dégoût, ça pouvait. Et le fait maintenant, justement, de voir des personnes avec un handicap vivre, un petit peu travailler quand il y a cette possibilité, quand ils ont la chance d'avoir un emploi, au moins sortir faire ses courses, oui, ou aller dans un café, ou se promener, ça facilite les choses, ou même de voir même dans des séries de télé, une personne sur fauteuil roulant qui est policier ou quoi ou qu'est-ce. Dans les conversations, même souvent ma mère me rapporte ce genre de témoignage où elle discute avec le coiffeur en disant oui, enfin, je crois, oui, ma fille elle a été à l'école, enfin, alors qu'ils savent que je suis non-voyante, et le gars va lui dire, au lieu de dire ah bon mais comment c'est possible, il va dire ah oui avec une AVS. Alors en l'occurrence non, à mon époque il n'y avait pas d'AVS, mais ça veut dire que dans la tête, dans les mentalités, on se dit qu'il y a beaucoup plus de choses de possibles. C'est-à-dire que donc ça c'est vraiment pas mal. Ou au lieu de dire mais comment, enfin vous pouvez pas, ils vont dire comment vous faites. Ou, ça existe. Enfin vous pouvez faire. Comment vous allez. Enfin voilà, on arrive mieux à les gens arrivent un peu mieux à se représenter, ou à prendre 2 secondes pour se mettre à la place de l'autre en y réfléchissant. Le problème qui reste dans la société, et c'est le plus gros, c'est l'accessibilité, toute la partie pas très humaine en fait, toute la partie technique, les escaliers du métro, l'absence d'ascenseur, les sites informatiques qui ne sont pas aux normes d'accessibilité. Et qu'est-ce que c'est con, enfin pardon, je suis vulgaire, qu'est-ce que c'est bête, c'est-à-dire que grâce aux ordinateurs, nous maintenant on pourrait faire toutes nos courses sur internet, ça nous éviterait d'aller galérer dans les rayons des supermarchés, à demander à un vendeur qui n'a pas forcément le temps de nous aider, et surtout de nous lire tout ce qu'il y a dans le rayon. Si le site est accessible, ça veut dire si on peut l'utiliser avec notre logiciel vocal, on peut tout faire par nous-mêmes, donc on peut être autonome. Sauf que les développeurs ils n'y pensent pas parce qu'ils ne sont pas forcément formés là-dessus. Et là c'est gâché, là c'est bloqué. C'est tous les écrans tactiles qu'on va sortir, mais que nous, s'ils ne sont pas vocalisés, on ne peut pas. C'est tous les nouveaux modèles de four micro-ondes, de four, de machines à laver qui ne parlent pas. Il n'y a plus de petits boutons à tourner. Mais moi j'ai appris, vous voyez une machine à laver, on tourne le bouton avec les programmes. J'ai appris tous les programmes de ma machine à laver par cœur. Pour savoir, alors une fois à droite c'est 40, 2 fois à droite c'est 30, 3 fois à droite c'est le programme LEN. Bon, franchement ça fait mal à la tête. Mais alors maintenant, déjà c'était galère, mais alors maintenant que c'est des écrans tactiles, on peut même plus compenser et faire ça. Et c'est ce genre de points techniques où franchement, ça c'est dommage, parce que ça on peut le faire. Ça, d'un point de vue global, c'est faisable. Alors qu'au niveau humain, empathie, etc., on a bien avancé, mais finalement, il faudrait que ça suive sur l'aspect un peu pro, quoi, enfin l'aspect un peu concret et matériel. Merci. Il y a une personne qui rebondit, Vincent, en ligne, qui dit qu'effectivement aussi sur les handicaps moteurs, l'aide a énormément progressé. Et par contre, il y a une autre question qui demande si vous pouviez faire passer une loi ou des lois concernant l'inclusion des personnes handicapées. Qu'est-ce que vous feriez? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la ville, déjà, je ne peux pas. De tous ces produits. Alors, loi, je ne sais pas si ce serait des lois, mais en initiative, toutes les écoles de développeurs, enfin toutes les formations développement en informatique, modules
accessibilité numérique, obligatoire. Sensibilisation aux utilisations des personnes, mais pas que de la sensibilisation, mais formation aux manières dont utilisent les personnes avec un handicap, dont les personnes avec un handicap utilisent les ordinateurs, l'informatique. Loi et j'allais dire vraiment muscler les lois pour l'accessibilité numérique et leur application. Mais bon, c'est facile à dire. J'ai pas malheureusement, j'ai pas la solution miracle. Mais pour moi, les leviers, on est là-dessus et sur la possibilité de se déplacer. Il faut que les personnes avec handicap puissent bouger dans une ville. Ça, le numérique, et puis évidemment la scolarité, tout ce qui est formation. Monter en compétences. Dans votre livre, vous mentionnez à plusieurs reprises vos enseignants, notamment au collège et en lycée, qui ont changé votre parcours. Et c'est vrai qu'en le lisant, on se dit ce qu'on essaie de faire aujourd'hui sur la question de l'inclusion, qui est beaucoup questionnée, parce que d'aucuns disent les enseignants ne sont pas formés, est-ce que c'est pertinent ou pas? Finalement, vous, le regard que vous portez là-dessus, c'est un peu ce que vous dites sur le groupe de tandem ou le groupe d'athlétisme. C'est le chemin qu'on doit prendre collectivement, quitte à accompagner les enseignants qui peut-être ont des appréhensions. Oui, bien sûr qu'il y ait des professionnels, des gens spécialisés qui connaissent le braille, qui puissent épauler les enseignants. Mais si un enseignant, un prof d'histoire a envie d'enseigner à un gamin avec un handicap, il sait le faire en ayant quelques outils, mais c'est pas parce que la base elle est quand même la même. Un cours d'histoire, c'est un cours d'histoire. En géographie, oui, c'est peut-être plus compliqué, mais si on a des cartes en relief, ou bien ça va demander 1 heure de plus pour faire toucher, ou voilà. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir les outils pédagogiques, les outils techniques. Ça veut dire ce que je veux dire, mais ça sert à rien de rajouter des gens qui sont pas spécifiquement formés au handicap. C'est pas parce qu'on va mettre une tierce personne, c'est pas mal, mais il y a besoin en fait de compétences techniques, d'acquérir des vraies compétences techniques, d'apporter des vrais suppléments techniques. Et merci pour ce point. Et je reviens sur la question de la ville et de l'urbanité et du déplacement. Est-ce que vous avez, peut-être nous demandons des exemples de villes particulièrement inclusives, notamment sur le handicap visuel, des endroits où finalement c'est fluide, contrairement aux ponts parisiens qui sont intraversables pour les... Alors, tous. Je reste sur le handicap visuel, mais on pourrait bien sûr élargir sur le handicap moteur. Mais vous prenez à Paris, toutes les traversées en 2 temps, il n'y a aucun feu sonore. C'est les plus dangereux, c'est les plus difficiles. Pourquoi? Parce que peut-être on n'est pas sûr que les feux soient synchrones, j'en sais rien. Mais je sais qu'à Lyon, ils le font, par exemple, de mettre les feux sonores. Vous savez, c'est ce truc qui vous casse les oreilles, qui dit en rouge, piéton, en rue. Bon. Mais en même temps, c'est hyper sécurisant. Et ça permet vraiment, en plus, la provenance du poteau fait qu'on va viser l'autre côté bien du passage piéton. Enfin, c'est vraiment bien, et ça enlève une charge mentale quand même assez intense à la personne qui se déplace. Donc, oui, ce serait s'affoler un peu, notamment au niveau de Paris, pour les traverser en plusieurs étapes, en plusieurs temps. Quand il y a, vous savez, le petit îlot au milieu, parce que ça, on va pas forcément assez vite pour... ça c'est très dangereux et puis c'est très stressant. Alors qu'à Lyon, ils ont franchi ce cap, ils arrivent à le faire. Les transports en commun. Vous n'allez pas me faire croire qu'en 2022, juste, on n'est pas capable de mettre des annonces sonores dans toutes les rames du métro pour annoncer. On est encore obligé de compter les stations. Mais sérieusement, bon, alors je parle même pas du fauteuil, où là ça me rend complètement dingue, mais les pauvres, voilà, mais là pour un truc, pardon, mais ça me paraît quand même tout bête de mettre les annonces. Je comprends pas, je ne comprends pas, ça me dépasse. Et on nous dit oui, mais parce que ils vont les installer, mais c'est à chaque renouvellement de rame, donc il y en a, c'est jusqu'en 2030, 2035. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, les annonces sonores en 1998 à Toulouse, quand ils mettaient le métro, elles y étaient déjà. Enfin, ils les mettaient à Strasbourg, le tram. Enfin, il y a des années que c'est juste des annonces sonores. C'est pas le bout du monde. C'est des sujets sur lesquels on peut échanger aussi avec nos clients, je pense aux équipes qui travaillent sur l'urbanisme. Vous avez la RATP, désolée. On les a eus, on les a pas en ce moment, mais on va leur en parler. Mais on a le STIF Île-de-France en grande proximité de son DG, donc pas manquer de
de lui en parler, que ce soit pour ça, ou pour l'urbanisme, ou pour les personnes qui travaillent avec tous nos amis du numérique et de la tech. C'est des points intéressants. Parce que les solutions, elles existent, enfin, sur certains cas. Donc c'est ça qui est bien dommage, en fait. Peut-être une question à partir de votre livre. Il y a 2 épisodes que vous racontez qui ont été difficiles dedans, qui étaient ce moment au CP et puis ce moment sur les cours de théâtre, où finalement c'est les moments où vous vous êtes heurté à des personnes qui ont pas pu, qui ont eu peur, qui n'ont pas voulu vous donner. Oui, c'est vrai que moi je l'ai assez peu vécu finalement, mais encore récemment j'ai un ami non-voyant qui a à peu près qui a une quarantaine d'années. Je sais plus ce qu'il me dit. Il me dit, ah, je voudrais faire de la natation. Je sais pas pourquoi tu vas pas au club de la piscine, enfin à la piscine d'à côté. Il me dit, mais j'ai pas envie de me faire refuser. Je fais pardon. Et il me dit, ouais, moi j'en ai marre, j'ai essuyé trop de refus, je veux plus, j'ai plus envie de faire mes preuves. Et en fait, moi, comme j'ai assez peu connu ça, enfin, je l'ai connu 2 fois, comme vous disiez, mais enfin, ou que plus de fois j'ai eu des oui, des non, je continue. Moi, j'y vais comme ça, enfin pas à l'arrache, mais j'y vais quoi. Mais en fait, effectivement, quand en 5e, je veux aller le mercredi après-midi avec mes copines au centre culturel faire l'atelier théâtre, parce que j'ai plein de nouvelles copines dans ma classe qui y vont, et ça a l'air chouette. Et puis, elles me racontent, l'an dernier, on a fait Le médecin malgré lui, donc moi j'aime bien cette pièce, et que j'arrive, mais je m'y attends pas du tout. La monitrice, je sais pas comment, l'animatrice qui dit, ah non, mais il y a trop de déplacements sur la scène, elle va tomber, et puis je pourrais pas, non, on peut pas la prendre, il y a trop de monde. Et franchement, ça m'a assommée parce que je m'y attendais pas. Et encore aujourd'hui, autant il y a des trucs sur lesquels je veux bien, quand en équitation, elle me dit on peut pas la mettre, elle est débutante, on peut pas la mettre dans un groupe avec des enfants, je comprends ça. Ça, c'est un peu évident par mesure. C'est trop, ou alors il faudrait un mini-groupe de 2 personnes, enfin, je comprends. Mais bon sang, hein, au théâtre, je comprends pas. Pareil, ça aurait été de la danse. Je comprends, je vais pas pouvoir voir ce que font comme mouvement les autres, donc il faudrait qu'elle me fasse tout toucher, ça prend trop de temps. Mais apprendre des textes de théâtre, ou même, elle m'aurait fait faire, je me souviens lui avoir dit, mais c'est pas grave si je fais pas les chorés ou les mouvements trop, mais moi je veux juste jouer, enfin au moins apprendre à parler les textes, à se placer sur une scène. Et honnêtement, là aujourd'hui encore, je pige pas, je vois pas en quoi c'était si insurmontable que ça. C'est dans le livre, c'est très interpellant. Sistine, tu as une autre question? Oui, qu'est-ce qui vous a donné la confiance de tester autant de choses, de persévérer, de poser encore plus de questions, d'essuyer des refus? Est-ce que peut-être l'accompagnement de vos parents dont vous avez parlé au début a joué, ou d'autres personnes Oui, clairement, au début, la base, c'est mon entourage. C'est que mes parents, quand ils ont appris que j'étais voyante et que, en gros, c'était irrémédiable, j'étais bébé. Donc, ma mère m'a dit, bon, on a pris l'apéro pendant quelques mois, hein, tous les soirs, alors que c'était pas, enfin, voilà, non, c'est pas drôle du tout, mais ça leur a, voilà, ils se sont pris une grosse tuile sur la fin, c'est même plus une tuile, c'est un toit, enfin, c'est juste, ça a dû bien chavirer. Mais en fait, ils sont partis du principe qu'ils allaient me montrer qu'il y avait plein de belles choses à vivre, même avec un handicap, enfin, avec un handicap. Et c'est un peu trop réussi, je dirais. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une famille qui m'aimait, aussi bien mes parents que les grands-parents, que les cousins, où finalement, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de rejet, où ça matchait bien, enfin ça, et aussi le fait de me faire des amis petites, d'avoir plein de copains copines qui m'invitaient aux anniversaires le samedi après-midi, enfin du coup je me sentais entourée, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné assez de confiance, parce qu'il y avait des parties où ça bloquait, mais il y avait toujours des parties où ça allait bien, et du coup ça a fait un équilibre. Ça a toujours été tout ce qui est équilibre, c'est un peu le leitmotiv de toute ma vie, équilibre, juste milieu, enfin voilà, accepter. Et puis après, ce qui me permet de tester aussi de plus en plus de choses, c'est quand ça marche. C'est de voir que ça fonctionne, puis des fois ça marche pas, et il faut accepter aussi. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'entourage, c'est vraiment mon entourage, c'est sûr. Merci
Patricia nous pose une autre question et nous demande est-ce que l'accompagnement en entreprise ne se heurte pas aux objectifs de productivité et d'efficacité aux dépens de la créativité et de la diversité? C'est compliqué comme question. Pareil, c'est une question d'équilibre et le juste milieu. Il n'en demeure pas moins qu'une personne avec un handicap doit être en mesure d'apporter une compétence, de travailler, de faire la réalité métier. Je reprends l'exemple du boulanger. Il faut qu'il fasse du pain. Après, s'il invente une super recette de pain aérée, bionique, etc., c'est sympa. Ça fera une niche, pourquoi pas. Mais dans l'idée, c'est bien qu'il sache faire le pain de base. Parce que comme ça, au moins, il a la base, quoi. Et ça, je trouve ça important. Cette question me fait penser à l'enquête, peut-être vous l'avez lu, de Thibaut Petit, le journaliste qui a pendant 6 ans travaillé sur les ESAT et qui a écrit un livre là, qui s'appelle Handicap avant. Et je veux dire qu'avec Elisabeth, on s'en parlait, on était un peu interpellés. On aimerait bien, si vous l'avez lu, votre point de vue dessus. En fait. Je ne l'ai pas lu. Alors, en très résumé, 120 000 personnes travaillent en ESAT en France. Et donc, avec une vision qui est assez française, parce qu'on se définit beaucoup par le travail, avec l'idée que finalement, c'est un accomplissement et ça contribue, on va dire, à donner un sens à l'existence et plus largement voilà, aux trajectoires, avec l'idée que c'est souvent une étape pour aller vers le monde plus ordinaire, le monde des valides. Or, dans les chiffres, suivant les ESAT, c'est entre 1 et 2% des personnes qui quittent les ESAT et qui trouvent un emploi en milieu non protégé. Et en fait, Thibaut Petit fait vraiment une enquête à charge sur ce sujet, sans proposer de solution alternative, alors même qu'on a l'impression, mais peut-être est-ce un regard un peu néophyte, que les personnes qui sont en ESAT, c'est néanmoins très souvent quand même une source d'épanouissement. Et lui, il crie contre la marchandisation du handicap en disant voilà, handicap à vendre, c'est ces ESAT qui sont dans l'économie sociale et solidaire, en fait, elles font un business, elles font de la marge, etc. Or, on se dit que rentrer sur le marché, voilà, la particularité, pardon, pour préciser le point, c'est que les ESAT ne dépendent pas du droit du travail, mais dépendent du droit de la santé et de la famille. Et donc, c'est vrai que les personnes ne sont pas rémunérées, par exemple, typiquement, ne touchent pas le SMIC. Donc, ça pose des questions. Je ne sais pas si sur les ESAT, vous avez Je ne connais pas suffisamment le sujet, mais on est toujours sur cette dichotomie, finalement, sur le niveau du handicap et de l'emploi, enfin, du handicap en général, entre charité et réelle volonté de... Enfin, soit on est sur de la charité, soit on est sur de la compétence et de la qualité. C'est un peu ça, et c'est deux types de philosophie. Si on est sur le purement caritatif, quelque part on s'en fout de la qualité, on est généreux, on donne, mais du coup, aussi bien... Alors, ce qui est déjà bien, là où on a une progression, c'est que tout ce qui est dignité humaine est déjà respecté, ce qui, il y a encore quelques dizaines d'années, n'était peut-être pas forcément le cas. Donc déjà, on avance, mais c'est très très complexe ces sujets-là. Moi, dès qu'on est plus sur le caritatif, ça va moins m'intéresser, ça va moins me parler. Je considère que la personne avec un handicap a droit à être une personnalité à part entière dans la société. Après, le secteur protégé a aussi des valeurs ajoutées ou peut apporter. Il y a certains profils de handicap où le milieu dit ordinaire peut être vraiment angoissant, épuisant aussi. Donc, je ne rejette pas complètement le milieu protégé. Merci. En lien avec ça, une personne nous demande comment tous les modes d'attention qu'on a évoqués depuis quelques minutes, là, en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, pourraient faire dans le milieu ordinaire plus de place aux personnes en situation de handicap, notamment les handicaps peu visibles, donc les handicaps auditifs, les handicaps psychiques, sur ce type de sujet. C'est une très bonne question. Déjà en ayant... en fait, c'est pas évident parce que j'ai envie de dire, déjà avec de vrais salariés en situation, c'est-à-dire dans le projet entreprise, en train de bosser, pas juste on vient vous parler pour vous sensibiliser. À un moment, on va dans la piscine, quoi. On va nager, on met les mains dans le cambouis, je sais pas comment dire, mais on reste pas au bord à regarder, genre alors éventuellement peut-être que parce que on pourrait
faire des choses. Bon, non, faut faire un truc en vrai ensemble, en faisant vraiment. Mais ce qui est un peu complexe, c'est que ça implique que la personne avec le handicap soit à l'aise avec le fait d'en parler, ou veuille en parler. Et ça, c'est pas forcément le cas, et ce que je comprends parfaitement. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que vous connaissez des entreprises qui sont particulièrement en avance sur ce sujet? J'en connais, mais je ne vais pas m'avancer parce que je ne suis pas non plus à l'intérieur de l'entreprise. Donc j'ai eu l'impression que, mais je ne pourrais pas vous... Je ne garantis pas. D'accord. On a une question sur un sujet un peu différent, sur le croisement sur les sujets des discriminations, entre les discriminations sur le genre et celles sur le handicap. Est-ce que vous, ça vous a questionné, vous avez été interpellé sur ce sujet-là? Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je m'étais mis des plafonds de verre. Et presque des choses où ça me semblait totalement inconcevable. Et finalement, je ne saurais pas vous dire si c'est parce que j'étais une femme ou parce que j'étais handicapée. Non, mais c'est vrai, il y a je revois des scènes en me disant « Hein? Ah bon ?» Ben, je pense que le fait d'être non-voyante a pris le dessus par rapport au fait d'être une femme. Et quand j'ai commencé à me dédouaner un peu du handicap visuel, je me suis dit « Ah, alors en fait, maintenant, si ça bloque, c'est parce que je suis une femme, ou si on me parle différemment. » Enfin, il y a les deux. Mais à l'inverse, ça peut aussi ouvrir d'autres portes. Mais oui, j'ai été interpellée sur ces questions-là, oui, bien sûr. En plus, on travaille dans le monde de la presse, des médias, du journalisme, du sport, on connaît et du sport pour son grand féminisme. Sur ces questions de misogynie et de harcèlement. Justement, en parlant de votre métier de journaliste, on se demandait comment vous choisissiez les personnes que vous rencontrez, que vous interrogez dans le cadre de Regards Croisés. Ah, dans la chronique là? Quand votre chronique, les sujets, en fait, comment viennent les rencontres Là, j'ai la chance d'être assez libre dans mes choix. Donc, l'idée, c'est de trouver des personnes en lien avec des thèmes d'actualité. Donc, Éric Orsena, c'était la période où c'était la rentrée littéraire. Il publiait un nouveau livre, par exemple. Donc, en fait, je vais me dire, tiens, j'ai envie d'aborder tel sujet. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir et qui pourrait me faire approcher ça? Là, par exemple, je prends un exemple trivial, mais on va rester encore dans la thématique boulanger, c'est pas grave. Il y a bientôt Noël. Hop, je vais dans Noël, marché de Noël, Alsace, ok. Et si on allait faire des gâteaux de Noël avec un pâtissier alsacien, enfin, vous voyez, ça part comme ça. Après, je cherche le pâtissier en question, enfin, qui pourrait être sympa, je les contacte. Et ce qui est très flagrant, c'est quand ils disent oui tout de suite ou quand ils prennent 2 secondes pour écouter et qu'ils disent ah oui, je pourrais vous faire ça, ça ou ça, ou ah oui, bien, ben voilà. Et là, on sait que ça va créer quelque chose de rencontre assez original. J'en parle à mes chefs. En fait, après, je dis, bon, bah, je voudrais faire ça. Je sais pas, là, il y a le Beaujolais nouveau. Gros prétexte. Je dis, mais on va aller dans un vignoble du Beaujolais, est-ce que je peux? Et en fait, l'idée, c'est pas du tout pour déguster le Beaujolais nouveau, c'est comment on fait face au bouleversement climatique, comment ça évolue le métier de vigneron aujourd'hui. Là où je suis allée, ils sont en conversion bio, enfin, et ainsi de suite, quoi. Donc, je prends une accroche, puis je déroule un fil après. On vous invite à écouter vraiment tous ces regards croisés, toutes ces chroniques qui sont vraiment humainement à chaque fois des rencontres très fortes. Vous verrez, on va rencontrer bientôt Géraldine Arestaneou, la photographe avec qui on a travaillé sur les portraits de migrants et de réfugiés. Et ce que tu dis, Laetitia, sur ces rencontres et la manière dont les personnes accrochent finalement et enclenchent un mouvement avec toi pour construire la chronique, c'est beaucoup ce qui se passe aussi avec Géraldine dans les rencontres quand elle photographie les personnes pour ses parcours en images. On a le temps pour une dernière question ou alors on peut s'arrêter ici s'il n'y en a pas. Mesdames, messieurs en ligne. Ah. Une dernière question. Donc, toute évidence, vous avez bien pour fixer des défis. Quels sont vos nouveaux défis aujourd'hui? En fait, ce qui est marrant maintenant, c'est que c'est pas moi qui me les fixe, c'est qui se présentent. Genre là, il y a mon coach qui m'a dit tiens, tu veux faire telle course? Bon, bah ok. Bah là, il y a mon triathlon en juin à Deauville. Du coup, il y a des défis professionnels qui me sont tombés dessus aussi. Bon, je peux pas encore vous parler, mais quand je parlais de plafond de verre tout à l'heure, en fait, c'est marrant.
même quand France Inter m'a dit, là, après, quand je disais que je voulais un peu quitter les sports, et qu'ils m'ont dit, bah vas-y, fais-nous une proposition, et que j'ai proposé Regard Croisé, et qu'ils m'ont dit d'accord, j'étais mais assommée. J'étais pas euphorique en disant, ouais, j'étais là, merde, c'est pas possible. Ah bon? Comment ça se fait qu'on... Et là, il y en a un autre qui se profile. Enfin, voilà, c'est en train d'avancer, mais on vient me chercher. Et bon, bah, du coup, j'y vais. Non, mais tu as laissé quelques points de suspension et de questionnement. On va être attentif et. Si, après, mais je sais pas si je le ferai. Je me dis que je referai bien une compète d'obstacles parce que ça fait quelques années que je l'ai pas fait. Je ferai bien, je vais pas tarder à avoir l'âge, le championnat des vétérans, le championnat valide vétéran, mais avec les copains, enfin avec ma coach qui est une copine, enfin qui est une amie même. Mais là, il faudra que je m'entraîne et tout. Je sais pas, je peux pas vous garantir que je vais le faire. Mais dans l'idée. Est-ce que tu termines sur une touche positive sur les seniors, qui est un autre phénomène de discrimination. Moi aussi, je ne vais pas tarder à atteindre ce cap, même si je disais hier qu'il y a une foultitude de définitions de seniors qui varient entre 45 et 60 ans, donc ça nous donne à Laetitia et moi-même un petit peu de latitude pour ça, parce que j'ai vu que tu es 2 ans après moi. Merci 1000 fois pour ton témoignage, pour toute son humanité, pour tous ces... Je vous invite à nouveau à offrir à Noël et à lire pour vous-même. Ma vie est un sport d'équipe qui est incroyable et qui se lit au moins aussi bien que le dernier rapport du GIEC. Voilà. C'est vraiment un magnifique moment. Merci à tous, très très bon après-midi et merci encore Laetitia pour ta présence.